Interpares numéro 17. Et pour cette 17e vidéo, je vais essayer de rester en dessous des 10 minutes. Les 3 précédentes étaient très longues. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'est pas qu'il n'y a rien à dire, mais tant pis, on va rester elliptique. Aujourd'hui, je vais vous parler, et l'ellipse va très bien convenir à ce livre, un roman de Claudio Morandini, Le chien, la neige, un pied, traduit de l'italien par Laura Brignon, et c'est aux éditions Anacarsis. C'est un livre qui est paru en 2017, mais dont je n'ai eu connaissance que cette année, car il faisait partie d'une série de livres recommandés par Pierre Barrault, l'écrivain, dont le nouveau roman Catastrophe va bientôt paraître. Normalement la semaine prochaine, ça a déjà été repoussé à cause du confinement au printemps dernier. Et Pierre Barrault, il est aussi libraire, il est libraire à Nantes, à la librairie L'Adurance, je crois. Et c'était en sa qualité de libraire, en quelque sorte, qu'il avait recommandé ce livre, et je n'ai pas été déçu du tout. C'est un roman très beau, sur un personnage alors on pourrait dire très vite, de vieux fou ermite isolé dans la montagne, et ça résumerait assez bien ce dont il est question dans le roman. Mais il se passe quand même autre chose, parce que justement, le roman épouse principalement le point de vue de ce personnage, tout en faisant comprendre au lecteur qu'il s'agit de quelqu'un qui déforme la réalité, ou qui a des souvenirs déformés, ou qui oublie au fur et à mesure une partie des choses qui lui arrivent. Et donc c'est ça qui est très beau dans ce livre, c'est cette espèce de mélange d'empathie et de distance avec le personnage, mais aussi avec le sujet du livre. Alors, Le chien, la neige, un pied, le titre, qui est, je crois, très très proche de l'italien, que je ne me risquerai pas à prononcer, car je n'ai jamais fait d'italien. Allez, si, je vais le faire, Neve cane piede, accent italien pourri, et vous allez voir, ça va être la journée des accents pourris, parce qu'après je vais vous lire des choses en allemand, donc vraiment ça va être horrible. Donc ce livre... En fait, le titre, Le chien, la neige, un pied, c'est parce que le personnage principal, qui s'appelle Adelmo Farandola, et j'ai pas vérifié si Farandola en italien avait un sens voisin de la farandole française, ou s'il y avait un autre sens, mais en tout cas c'est un très beau nom de personnage. Et donc Adelmo Farandola, il est adopté par un chien, il y a un chien qui commence à le suivre, et en fait il accepte de l'amener avec lui dans son espèce de cahute au fin fond de la montagne, dans un col où les touristes ne passent jamais. Quand il y a quelques touristes ou promeneurs qui s'égarent, il leur balance des cailloux, et donc il accepte que le chien entre dans sa vie. Et alors c'est très très curieux, c'est un personnage qui ne se lave plus depuis des années, qui mange mal et un peu tout et n'importe quoi, et qui braconne aussi pour pouvoir se nourrir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait il converse avec le chien, qu'il entend la voix du chien. Et à un moment donné, il traverse l'hiver comme d'habitude, en ne descendant jamais au village, en ne voyant jamais personne, et lors du dégel, après une très forte avalanche, il découvre un pied qui dépasse de la neige. Le pied est bien entendu d'un cadavre, et il se passe de nombreuses semaines avant que le dégel soit total et qu'il finisse par découvrir le cadavre. Et le cadavre, c'est celui d'un personnage qu'il avait côtoyé au tout début du roman, avant l'hiver, et qu'il a probablement tué, en fait. Ce personnage, c'est un jeune garde-chasse. Et ça se termine avec le chapitre 15, attention spoiler, ça se termine avec le chapitre 15, Adelmo Farandola qui s'enfuit de sa masure, qui cache le cadavre dans les boyaux d'une ancienne mine, et dans les boyaux de cette ancienne mine se termine en fait le roman. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais enfin je vous en ai trop dit. Alors je vais vous lire un passage du chapitre 7, qui est un des chapitres centraux, dans lesquels on a justement une analepse sur cette fameuse cachette de la mine de manganèse. De cachette en cachette, il était arrivé aux galeries abandonnées d'une mine de manganèse, située bien au-dessus des derniers pâturages, à mi-côte d'un premier vallon ingrat et aride, rempli d'éboulements, où seuls résistaient des buissons obscurs aux racines fortes et longues, que les éboulements ne réussissaient pas à arracher. Le vallon, qui des décennies plus tard deviendrait le sien. L'ancienne mine principale pénétrait dans la roche ornée jusqu'à l'extérieur par de grands coquillages et des vers à écailles, puis se faisait œsophage et intestin et l'avalait et le déglutissait. C'était beau là-dedans, trop beau. C'est pourquoi il avait choisi une galerie secondaire, guère plus large qu'un boyau, qui par le passé servait peut-être de canalisation ou de conduit d'aération. Il l'avait choisi parce que c'était la plus étroite, et il avait choisi de se tapir précisément à l'endroit où la galerie devenait si étroite qu'elle ne permettait plus d'avancer même en rampant. Il lui semblait que la température restait constante dans ses entrailles de pierre, et il se consolait en pensant qu'il ne viendrait à l'esprit de personne, pas même à celui de l'homme en par-dessus le plus obstiné, de venir chercher quelqu'un aussi profond, là où la roche exude de la matière putréfiée. Il n'irait jamais le chercher là, dans l'obscurité la plus dense.
Et en fait, à ce moment-là, c'est quand Adelmo Farandola est encore jeune, c'est un flashback qui remonte de plusieurs décennies en arrière, et il se cache, il découvre cette mine abandonnée, et c'est là qu'il se cache pour échapper à la guerre, pour ne pas être envoyé à la guerre. Donc en fait, il déserte. Et il déserte en se cachant dans un boyau de mine. Et dans le chapitre 15, il retrouve ce boyau de mine, où là, il va cacher un cadavre, et il va en fait certainement finir ses jours à parler avec le cadavre. C'est comme ça que ça se termine. Bon, il y a d'autres passages que j'aurais aimé lire. Il y a de très très belles pages, chapitre 12, enfin. Bref, j'essaie de rester en dessous de 10 minutes, donc j'ai lu un seul extrait. Le chien, la neige, un pied, de Claudio Morandini, traduction Laura Berignon, merci à elle, et édition Anacarsis, merci aux éditions Anacarsis. Et la raison pour laquelle je vais vous lire de l'allemand, c'est à cause de lui, c'est à cause de Kafka. Je fais mon snob, je le lis en allemand. Non, c'est parce qu'en fait, je me suis fait offrir il y a déjà quelques années les Sammeltwerk, les œuvres complètes, ou les collected works plutôt d'ailleurs. C'est Sammelt, c'est pas tout à fait complet, mais bon, peu importe, de Kafka, dans lesquels il y a bien sûr tous les textes que Brott aurait dû détruire. Et je m'étais fait offrir ça parce que d'abord Kafka, je ne l'avais pas lu assez selon moi. Je l'avais lu parfois en traduction, parfois dans le texte original. Et bon, je m'étais dit que j'allais lire régulièrement du Kafka. Je n'ai pas tout à fait été fidèle à mon projet parce que je lis l'allemand. Je ne le parle plus trop, mais je lis l'allemand, je le comprends bien. Mais c'est quand même beaucoup plus lent pour moi que l'anglais ou le français. Donc voilà, ça fait partie des petites choses aussi que je peux me reprocher, c'est de ne pas avoir vraiment tenu la longueur. Et pour faire ce parallèle entre Morandini et Kafka, je vais vous lire la fin d'une nouvelle que j'aime beaucoup. J'ai vérifié d'ailleurs, elle a été traduite. Alors, elle doit être certainement dans la retraduction qui est parue il y a quelques années seulement en Pléiade, je ne sais pas. Mais elle avait été traduite par Marthe Robert. Elle est sortie chez Grasset. Elle est encore disponible, je crois, dans la collection Cahiers Rouge chez Grasset. J'ai vérifié ça vite fait sur le web, sous le titre, je crois, de Tentation dans le village. Et en allemand, c'est Verlockung im Dorf. Et voilà, donc je ne connais pas la traduction de Marthe Robert, mais je vous lis la fin de cette nouvelle, le dernier paragraphe. Et donc il y a le même rapport en fait, c'est un peu l'idée, ça m'a fait penser à Kafka, pas immédiatement, c'est en y réfléchissant, en laissant mûrir un peu la lecture, parce que j'ai fini de lire ce livre il y a quelques semaines, que finalement la parenté avec Bernhardt, évidemment, mais aussi avec Beckett, et puis surtout, je pense en fait avec Kafka, le même rapport à l'espace, le même rapport au lien entre des figures qui peuvent être, et qui sont souvent des figures animales ou animalisées, et l'espace, des lieux ordinaires, infraordinaires, qui soudainement se transforment aussi. Plötzlich leuchtete es hell auf. In einem vor uns sich öffnenden Zimmer mit einigen weit offenen Fenstern saß bei einem Tisch eine zarte Frau und schrieb beim Licht einer großen schönen Stehlampe. »Kinder«, rief sie erstaunt, mich sah sie noch nicht. Ich blieb vor der Tür im Schatten. Die Kinder stellten den Hund auf den Tisch. Sie liebten die Frau wohl sehr, immerfort suchten sie hier in die Augen zu sehen. Ein Mädchen ergriff ihre Hand und streichelte sie. Sie ließ es geschehen und merkte es kaum. Der Hund stand vor ihr auf dem Briefbogen, auf dem sie eben geschrieben hatte, und streckte ihr seine zitternde kleine Zunge entgegen, die man knapp von dem Lampenschirm deutlich sah. Die Kinder baten nun, hier bleiben zu dürfen und suchten der Frau eine Zustimmung abzuschmeicheln. Die Frau war unentschlossen, erhob sich, streckte die Arme aus, zeigte auf das eine Bett und den harten Boden. Die Kinder wollten das nicht gelten lassen und legten sich zur Probe auf den Boden nieder, wo sie gerade standen. Ein Weilchen lang war alles still. Die Frau blickte lächelnd, die Hände im Schoß gefaltet, auf die Kinder nieder. Hier und da hob ein Kind den Kopf, aber da es auch noch die anderen liegen sah, leckte es sich wieder zurück. C'était la fin de Verlockung im Dorf de Kafka, en comparaison ou en prolongement de Claudio Morandini.